Il a été béni avec le dieu dragon d'eau scellé en lui et a réveillé ses pouvoirs des années plus tard pour combattre le dieu de tous les dragons. Pendant très longtemps, l'archipel d'Ayaka a abrité à la fois des humains et des êtres spirituels. Alors que la plupart des esprits sont faibles et inoffensifs, certains d'entre eux ont un pouvoir divin. Et grâce à leur présence, l'île regorge toujours d'énergie naturelle appelée énergie Lelei. Les humains peuvent maîtriser l'énergie laïque pour lutter contre les mauvais esprits. Et le père de Yuko, Akoto, est le plus grand maître laïque de son temps. Cependant, un jour, un puissant être spirituel vivant à l'intérieur du volcan devient soudainement fou furieux, provoquant l'explosion du volcan. Tous les habitants des îles doivent évacuer, mais Makoto reste pour combattre le grand esprit, sacrifiant sa vie pour protéger son fils, Yuko, afin qu'il puisse accomplir son destin et devenir un jour le maître laïque le plus fort. 11 ans plus tard, Yuko est une solitaire émotionnellement détachée qui vit dans une famille d'accueil en ville depuis 10 ans. Le lendemain de sa cérémonie de remise de diplôme sur le continent, un fou nommé Sagawa Jingi, l'un des élèves de Makoto, vient à son école pour le récupérer, mais Yukito l'évite du mieux qu'il peut. Ne voulant pas abandonner, Jingi fait simplement ses bagages dans un sac magique et l'emmène sur la deuxième île d'Ayaka. Il rappelle à Yukito perplexe qu'il a vécu ici jusqu'à l'âge de 5 ans, mais Yuko se souvient à peine de son enfance. Bientôt, ils sont accueillis par Momoko, la propriétaire de la maison familiale de Yanagi, et Sanji, le maire de la ville d'Ayakashima et également le tuteur légal de Yuko. Momoko conduit tout le monde à la maison d'enfance de Yuko, où il voit une photo de son père, qu'il ne reconnaît même pas. Momoko lui dit que son père, Makoto, était un homme doté d'incroyables pouvoirs surnaturels, et tout le monde croit que Yuko a hérité des incroyables talents de son père. Yukito n'a aucune idée de tout cela, et il demande pourquoi diable il a été soudainement fourré dans un sac de voyage magique et tiré sur cette île après toutes ces années d'abandon en famille d'accueil, et le maire répond que c'était à cause de la volonté de son père. Dans le testament, Mikado avait mentionné que s'il mourait, le jeune Yukito serait envoyé sur le continent mais qu'il serait rappelé lorsqu'il serait grand. Bientôt Jingi lui montre sa chambre, mais soudain, une bulle de savon flotte à l'intérieur par sa fenêtre. Jenny lui dit qu'il s'agit d'un esprit inoffensif appelé Matama et Yuko. Vous les trouverez partout sur l'île. Puis Jingi demande pourquoi Yuko agit comme une gamine émo et ne se rapproche pas des gens qui l'entourent. Yuko répond que lorsqu'il était enfant, lui et les autres enfants du foyer d'accueil sont allés pique-niquer au bord de la rivière. Mais un enfant là-bas a commencé à être méchant avec lui. Cela fit réagir Yukim et bientôt l'eau commença à tourbillonner autour de lui, et avant qu'il ne puisse comprendre, la rivière avait attaqué l'enfant. Cela s'est reproduit plusieurs fois par la suite. Alors Yuko a commencé à garder ses distances avec les gens. Après avoir terminé son histoire de Saab, lorsque Yukio se retourne, il voit un Jingi ennuyé jouant à des jeux vidéo sur son téléphone. Alors, il quitte la maison en disant à Momoko qu'il sort pour se calmer. Yukio essaie de se calmer, mais soudain, une goutte de Matama, qui était juste derrière lui, tombe dans la rivière et se transforme en un monstre effrayant. Avant que le monstre ne puisse posséder le cerveau de Yanji, Jingi utilise sa magie et le sauve. Il dit à Yuko que l'inoffensif Matama peut se transformer en Ayam Matami une fois qu'il est attiré par l'aura sombre des gens qui l'entourent. Soudain, le monstre apparaît devant eux, mais Jimmy est prêt à saisir sa chance. Et avec une énorme explosion d'énergie magique, il détruit la Yamatami. Mais avant qu'il ne puisse finir de se vanter, le monstre ressemble à son corps et apparaît derrière Jingi. Cette fois, Jingi jette Yuko dans le ventre d'eau du monstre. Cela rend Yuka super fou, et bientôt sa colère se transforme en un pouvoir magique qui fait éclater le ventre de l'Amatami. Jingi, stupéfait, se rend compte que Yukio possède une force brute et utilise bientôt sa propre magie pour sceller le monstre. Jingi dit à un Yukio abasourdi qu'il a peur de ses propres pouvoirs et qu'il doit éviter de faire des choses folles avec eux. Il doit apprendre à les contrôler. Jingi lui propose de devenir son maître et soudain Yukito voit en lui une figure fraternelle qu'il a sauvée il y a 10 ans lorsque le volcan est entré en éruption sur Ayaka. Le lendemain, Jingi se réveille avec une gueule de bois brutale, comme s'il avait été renversé par un camion. Il trébuche dehors et voit Yanji qui est profondément concentré, essayant de contrôler son énergie.
Jingi lui dit de se concentrer davantage et de ressentir son énergie lélé. Mais Yuka lui lance un regard noir parce qu'il ne connaît absolument rien à l'énergie. Alors Jingi lui dit que l'énergie lélé est une puissance vitale qui coule au plus profond de la terre et qui envoie des vagues massives sous l'île d'Ayaka. Les maîtres laïcs, comme eux, puissent dans cette énergie pour garder le contrôle des choses. Alors, Jingi demande à Yuko de lui montrer le sort qu'il lui a appris l'autre jour. Mais Yukito finit par se ridiculiser en réussissant à s'éclabousser le visage avec de l'eau. Alors, Jingi démontre son sort, et bientôt, il crée une figure d'eau comme lui, et s'en vante auprès de Yanji. Puis, il part, et Yuko se rend compte que la personnalité de Jangi pourrait bien faire un scandale, mais il est certainement très fort. Après un certain temps, Yuka se retrouve au sanctuaire de Kassen, où deux humbles grognards nommés Shataro et Yako se battent pour savoir qui combattra l'actuel Araminus. Jangi leur arrache la demande d'emploi en disant qu'il entraînera Yuko avec. Plus tard, Jingi dit à Yuko que Yako et Shaturo ont son âge et qu'il peut être ami avec eux. Mais Yanji, qui ne s'est jamais fait d'amis, demande s'ils peuvent parler à quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs. Jingi répond qu'ils sont tous les deux des maîtres laïcs, donc ils ne seraient pas dérangés par lui. Puis Jingi lui dit que Cass et le sanctuaire gèrent tous les incidents liés à Matame sur l'île et que le prêtre en chef de ce sanctuaire, Karui Haruaki, est son aîné. La demande d'emploi que Jimmy a arrachée aux deux précédents concerne un Matami qui est récemment apparu près du canal, et si un Matami est corrompu, il devient un Aramatami causant des problèmes sur l'île. Soudain, un Aramatami apparaît de l'eau et Jingi demande à Yuko de s'en occuper seul. En disant cela, il s'enfuit et Yukito a failli se faire dessus parce que le stupide Jingi ne l'avait pas prévenu du monstre. Il commence à courir après Jingi et bientôt le monstre les attaque et ils tombent dans la rivière. Après avoir séché leurs vêtements, ils se cachent derrière une vallée pour observer la créature de loin. Mais bientôt, ils commencent à se disputer pour savoir qui combattra le monstre. L'agitation a poussé le monstre à les trouver et Jingi s'est à nouveau enfui comme un poulet. Mais le monstre commence à le suivre. Alors Yuko chante son sort et bientôt une vague d'eau frappe le monstre, le faisant tomber au sol. Cela donne à Jingi une chance d'activer sa propre énergie yin-yang et bientôt, il pique l'œil du monstre avec sa magie et le brise en morceaux. Après un certain temps, le monstre se transforme en une silhouette aquatique et Yakita lui rappelle qu'il était près du canal la nuit dernière, en train de boire et de faire la fête avec ses amis. Ainsi, l'Ayamatami doit être né après avoir absorbé l'humidité environnante et est devenu un énorme monstre. Bientôt, la silhouette aquatique se transforme à nouveau en Ayamatami, et Yako se rend compte que le monstre continue de suivre Jingi parce qu'il a été créé par lui la nuit dernière. Le monstre commence à attaquer Jingi et avant que Yuko ne puisse activer son sort, maître Karuma du sanctuaire de Kessin chante son sort et détruit l'Ayamatami. Karuma dit à Jim que c'est à cause de ses actions imprudentes et de sa consommation d'alcool sans fin qu'il a donné naissance au monstre. Karuma prend Jinji dans ses bras et le fait tournoyer, disant qu'il a beaucoup grandi. Karuma se présente et lui dit qu'il a étudié directement sous la direction de son père. Plus tard, Karuma se rend chez Yukito et raconte à Lady Momoko les récents agissements de Jingi et les informe qu'il nettoie désormais la rivière dans le cadre de sa punition. Puis, sur la table du dîner, Karumo regarde affectueusement Yuko et lui dit qu'il n'a pas beaucoup changé. Yuko, troublé, le complimente pour ses magnifiques sorts, et Karuma l'informe que les Aramatami se livrent à des saccages violents parce qu'ils souffrent. C'est donc le travail des maîtres lits de les pacifier afin qu'ils puissent coexister ensemble en tant que voisins. Le lendemain, Jingi emmène Yuko faire un tour dans un train aquatique qui roule sur l'eau. En voyant ces chemins de fer fascinants, Yuko saute comme un enfant, et Jingi lui dit qu'il est exactement comme il y a 10 ans lorsqu'ils faisaient un tour ensemble dans ce train. Jingi lui dit qu'à cet endroit, les gens voyagent entre les îles en utilisant ce train. Bientôt, ils atteignent la première île, qui a étrangement beaucoup de bâtiments, et Jingi lui dit que la première île est beaucoup plus urbaine que la deuxième île, et qu'ils ont même des passenos, des salons et des casinos. Yukio demande si ce train fonctionne également grâce à la maîtrise laïque. Jingi lui dit alors que les voies ont été posées grâce au pouvoir magique de la jambe, que le train fonctionne au diesel et qu'il n'y a qu'une seule ligne. Plus tard,
Ils atteignent la maison du maire, où le vieux maire joyeux demande si Yuko se sent étrange sur ces îles, puisqu'il a grandi sur le continent. Il demande à Yuko de ne pas précipiter les choses et de s'habituer à vivre en paix dans cet endroit. Jingi demande au vieil homme de ne pas trop s'inquiéter et de ne pas ruiner sa santé car il prend déjà bien soin de Yuko. En entendant cela, le maire répond que le fait que Jingi s'occupe de Yuko soit sa plus grande source de préoccupation. Bientôt, Yuko lui dit qu'il s'est amusé en venant sur la première île du paquebot. Le maire demande alors à Jingi de montrer à Yuko la première île, devenue un lieu touristique célèbre. Mais Jingi n'est pas très content d'être le guide touristique de Yuko car il est venu s'amuser dans les casinos et les salles de pachinko. Mais néanmoins, il accepte de faire visiter les environs à Yuko, sans se promener sur l'île, qui compte de nombreux stands et beaucoup de monde. Jingi lui dit que de nos jours, la première île est un centre de gastronomie et de musique, mais soudain, il disparaît. Lorsque Yuko regarde autour de lui, il voit un Jingi se battre avec un vieil homme au stand de viande de barbecue. Lorsque Yuko court voir ce qui se passe, Jingi se plaint auprès de lui que le vieux con ne veut pas lui donner son morceau de viande préféré. Le vieux essaie de le raisonner en lui disant que son morceau de viande préféré est terminé parce qu'un client a déjà commandé le dernier. Mais Jingi continue de se disputer avec lui, alors Yuko intervient et achète un tas de brochettes pour mettre fin à la dispute parce qu'il sait que Jingi est une tête épaisse. Après avoir mangé, ils recommencent à tourner, mais Jingi semble être de mauvaise humeur. Jingi boude parce que cet endroit vend les meilleures cuisses grillées et il va se plaindre à son ami Make des mauvais traitements sur la première île. En entendant cela, Yuko se rend compte que Jingi a vraiment beaucoup d'amis partout dans cet endroit. Soudain, Yuko est distraite par un artiste de rue et Jingi disparaît à nouveau. Yuko essaie de le retrouver, mais soudain, il voit que le ballon de l'artiste de rue s'est transformé en quelque chose de sinistre. Avant que le Joker confus ne puisse toucher le ballon, Yuko saute sur lui et le sauve du ballon d'Amitami. Bientôt, les gens commencent à courir de peur et Yuko se rend compte que sans l'aide de Jingi, il devrait s'occuper seul du Mitami. Il se calme en disant que cet Amitami est plus petit que ceux qu'il a vus auparavant, il peut donc le pacifier. Il chante son sort, mais Light devient fou et jette du feu sur Yukito. Mais avant qu'il ne puisse le toucher, une tête rouge parvient à tirer sur le Mitami. Yuko se rend compte que quelque chose ne va pas dans la façon dont cet homme essaie d'apaiser le monstre. Soudain, il remarque une arme dans sa main. L'étrange tête rouge le regarde alors et lui demande s'il est le célèbre Yuko, et Yuko est surprise que le garçon effrayant le sache déjà. Après un certain temps, le rouquin se présente comme Uki, et Yuko se rappelle que le maire Momoko lui a parlé d'Ibuki. Ibuki dit à Yuko qu'il ressemble à une crevette et qu'il ressemble à peine à son grand maître Makoto. Il apprend qu'Ibuki a étudié avec son père il y a 10 ans et qu'il utilise désormais des balles magiques spéciales pour contrôler l'Armatami. Après avoir marché un certain temps, ils arrivent devant un immense bâtiment et je l'emmène dans un bureau nommé Ga. C'est là qu'il travaille maintenant. Dès que Yuko entre, il tombe sur un immense bar luxueux et il voit de manière inattendue Jingi qui est habillé en barman. Un Yukio en colère demande où diable était Jingi pendant tout ce temps et il répond avec désinvolture qu'il est venu se plaindre à Maki, mais qu'il est parti pour travailler, alors il a décidé de rester ici et de remplir son ventre toujours vide. Yukio le fusille du regard en disant que cela signifie clairement que Jingi n'a fait aucun effort pour le chercher et qu'à cause de lui, il a eu des ennuis avec un aromati dans la rue. Tsunuki intervient et offre une boisson à Yuko et demande à Jingi de lui en préparer une également. Jingi apprend d'eux qu'un aromatami est apparu dans la zone touristique et Ibuki répond que cela se produit récemment. Puis Yuko demande curieusement à Ibuki quelle technique il utilise pour apaiser le matami, car il a remarqué que sa technique est très différente de celle de Jingi et Kurama. Il ajoute que lorsque Kurama a utilisé son sort, le matami semble si heureux d'être restauré. Mais à l'instant où j'ai utilisé son arme, Yuko ne pouvait plus sentir la présence d'Aramatami. Cela rend Ibuki un peu frustré et il répond qu'il tue les matami et ne les apaise pas. Il explique que son maître Makoto avait pour habitude de pacifier Minimus en les purifiant et en les ramenant à l'énergie laïque une fois de plus. Jingi et Kurama utilisent la même technique de recherche d'équilibre pour créer l'harmonie, mais ils les tuent. Il ne reste donc aucune trace des Matamei. Quand Yuko demande pourquoi il les a tués, Ibuki répond que c'est parce qu'il tue des humains.
Et comme il y a beaucoup de touristes sur la première île, il est important de les neutraliser au plus vite pour assurer leur sécurité. Lorsque Yukito affirme que Kuruma parvient à pacifier les Matami et à sauver le peuple également, Ibuki rit amèrement et répond que Koma ne se soucie que de l'harmonie de l'énergie laïque et non du peuple. Il ne se soucie de rien, sauf de suivre les enseignements de son maître décédé. Ibuki explique qu'il ne s'est jamais soucié de purifier les Aramatami en premier lieu, car même après avoir changé de forme, ces créatures peuvent nuire aux humains. Il tuera donc chacune d'entre elles. Yuko se lève avec colère et déclare qu'il ne permettra pas à Yuki de faire ça, et Ibuki répond qu'il ne se soucie pas de son éthique et de ses valeurs inutiles. Soudain, une fille aux cheveux violets nommée Ibara entre dans le bar et dit à Ibuki que leur patron, Makita, a trouvé la cible. Lorsque Dukito demande si un nouvel Aromatami est apparu, Abuki répond que c'est le corps principal de celui qu'ils ont tué auparavant. Il explique que généralement un Aromatami a un noyau qui ressemble à un globe oculaire, mais celui qu'ils ont tué avant n'avait pas de pupille ni d'iris. Donc, en gros, c'était une petite partie qui provenait d'un plus gros Aromatami et le corps principal est ailleurs. Jingi propose d'accompagner Ibuki, mais il lui demande de prendre Yuko et de rentrer chez lui. Et avant de partir, il dit à Yukito que s'il souhaite savoir autre chose, le bar est toujours ouvert pour lui. En rentrant chez elle, Jingi dit à Yukito que Yuki fait partie d'une société de sécurité appelée Ayaka Security, fondée par Ibuki. Officiellement, il s'agit d'une entreprise de sécurité, mais en réalité, ce sont des exterminateurs d'Aramatami. Yuko est déconcerté d'entendre que Jingi estime que Yuki fait un excellent travail parce que l'île compte tellement d'étrangers et que cela a perturbé l'énergie laïque de la première île. Il dit à Yuko qu'une barrière a été érigée autour de la zone touristique plusieurs fois par an, mais que certains s'y faufilent et que remercier Ibuki et son équipe pour leur travail acharné ne ferait de mal à personne. Lorsque Jingi remarque que Yuko est perdu dans ses pensées, il lui dit que Matami et Araatami ne peuvent pas être mesurés selon des normes humaines. Lorsque Yuko demande ce que Kuruma pense des méthodes d'Ibuki, Jingi répond qu'il ne les aime pas et avertit Yuko de ne jamais mentionner Kurama et Ibuki l'un devant l'autre, car ils ne s'entendent pas tous les deux. Soudain, Jingu se rend compte qu'il a oublié de récupérer son argent auprès d'Ibuki et s'enfuit, laissant Yuko se demander comment diable il a pu se retrouver avec quelqu'un d'aussi irresponsable que Jingi. Alors qu'il marche vers les lignes marines, Yuko entend à nouveau du vacarme et il court rapidement vers la zone et dépasse les gardes, disant qu'il est aussi un maître laïque et qu'il peut les aider avec l'Aramatami. Bientôt, il se retrouve face à face avec un énorme monstre avec un œil, et comme je l'ai dit, ce monstre est le corps principal. Yukito rassemble ses forces et chante le sort, et soudain une vague d'eau attaque le monstre. Des cris et des hurlements à glacer le sang sortent de sa bouche, mais le monstre se prépare à attaquer à nouveau Yukito. Cependant, bientôt, un groupe de tireurs d'élite et de snipers commence à attaquer le monstre, et Jingi fait rapidement descendre Yukito contre le mur, lui demandant pourquoi il essayait d'agir comme un Batman seul. Le garde leur dit de reculer, en disant qu'ils géreront cela à leur manière. Bientôt, le garde dit à Ibuki qu'ils n'ont plus de balles, et Jingi demande à Ibuki s'il utilisera à nouveau la magie noire. Ibuki dit à Yuko que c'est ainsi qu'il traite ses monstres, et bientôt il active sa puissante énergie, et soudain son bras devient monstrueusement gros et volumineux. Genkei dit à Yuko qu'Abuki utilise sa magie noire pour absorber l'énergie du monstre, et que cela est contraire aux lois de la maîtrise laïque. Bientôt, le monstre saute devant le Buki, mais il lui écrase le visage et lui arrache le noyau de son corps. Puis, il écrase le noyau pour boire son jus, et Yuko a presque un haut le cœur à la vue de ce spectacle. Le lendemain, Jingi emmène Yuko sur la 3e île, et Yuko se rend compte que la 3e est encore moins développée que la 2e île. Lorsque Yuko demande si Jangi visite souvent cette île, Jingi nie en disant qu'il l'a amené ici parce qu'il voulait voir Karuma. Cette île n'a que des forêts et des sanctuaires. Alors, Jingi apparaît ici uniquement pour les festivals. Lorsque Jingi dit que seul Karuma et ses étudiants idiots utilisent régulièrement cette île, Yuko demande avec hésitation s'il peut devenir ami avec eux. En entendant cela, Jingi sourit et lui assure qu'il peut être ami avec eux si tout se passe bien. Soudain, ils entendent les 2 étudiants idiots les appeler pour entrer dans le sanctuaire. Ils les accueillent sur la 3e île et les informent que leur maître leur a demandé de rencontrer Yuko et Jingi.
En gravissant la montagne, Fukwake demande à Yuko s'il s'est habitué à la vie sur l'île d'Ayaka. Et Yuko répond qu'il est toujours déconcerté par beaucoup de choses comme Matama et Marine Liner. Mais tout le monde sur cette île est gentil avec lui. Tous ceux qu'il rencontre lui sourient. Et même s'il connaît à peine l'endroit, tout le monde lui est très accueillant. Bientôt, ils atteignent le sanctuaire et Yuko peut sentir que cette île est très différente de la première et de la deuxième. Les amis expliquent que le sanctuaire Kin est dédié aux dieux dragons opposés de l'eau et du feu. Lorsque Yuko s'enquiert des dragons, ils lui disent que depuis les temps anciens, les deux dragons vivent sur la 4e île. Mais des catastrophes se produisaient à chaque fois qu'un de ces groupes se déchaînait. Le sanctuaire a donc été construit pour les apaiser. Fukwake lui dit que l'histoire du dragon est vraie, parce qu'un dragon s'est déchaîné quand ils étaient enfants, et cela a provoqué l'éruption du volcan, détruisant complètement la première île. Il pointe également vers une île stérile et raconte que le dragon de feu s'est déchaîné sur la 4e île dans un lac de cratère qui aurait été abandonné après que le dragon d'eau l'ait pacifié. En entendant le mot dragon, Yukito commence à avoir des flashbacks du passé. Mais soudain, il revient au présent lorsqu'il réalise que le trio l'a laissé seul. Bientôt, Jingi commence à se comporter à nouveau comme un gosse, disant qu'il est mort de fatigue et qu'il a besoin d'un verre pour soigner sa gueule de bois. Les garçons les traitent de vieux cons, mais Jingi attrape les deux amis et leur demande de l'accompagner pour boire un verre et regarder Peach Flowers ensemble. Mais dès qu'ils commencent à marcher, ils glissent et tombent dans la boue. Pendant ce temps, Karuma s'approche de Yuko et l'accueille au sanctuaire de Cassine et l'emmène voir les archives du sanctuaire. Il offre des bonbons à l'orange à Yuko et part à la recherche de mangjou sucrés. Karuma demande alors pourquoi Yuko voulait le rencontrer et Yuko répond que l'autre jour, il a rencontré Ibuki et il l'a vu exercer un aromati, mais il a utilisé des balles au lieu d'un sort magique. Après avoir écouté Yuko, Kuruma commente que cela a dû être une expérience horrible pour lui. Lorsque Yukito demande pourquoi Abuki et ses méthodes sont différentes, Karuma continue de l'interroger sur ses connaissances en énergie laïque. Après avoir entendu ses réponses, Kuruma déclare qu'il prendra la place de Jingi et aidera Yukito à en apprendre davantage. Karuma emmène ensuite Yuko sur le balcon et lui montre les 3 autres îles. Il demande à Yuko de se concentrer et de ressentir le grand courant d'énergie laïque qui coule sous les îles Ayaka. Bientôt, Yuko commence à ressentir une étrange poussée d'énergie provenant des sanctuaires historiques, des forêts et des rochers. Il demande ensuite à Yuko d'essayer de diriger ses pensées plus profondément pour voir le courant dominant d'où les maîtres laïques empruntent le pouvoir et l'utilisent pour tisser des sorts. Bientôt, Yuko est en effervescence et dit à Karuma qu'il a vu un énorme courant scintiller au plus profond de la terre. Il regarde un matama et explique que ces créatures sont des bulles produites par cette énergie laïque et peuvent se transformer en aromatis si elles sont corrompues. En tant que maîtres laïques, leur mission est donc de les purifier et de les ramener à leur courant originel. Quand Yukito me dit qu'Ibuki a mangé un matama, Karuma répond que consommer un aromatami signifie se corrompre soi-même. Alors Ibuki devient petit à petit un aromatami lui-même. Plus tard, Karuma demande à Jingi comment va Ibuki, et Jingi répond qu'il n'a pas l'air en forme. Son corps montre clairement les effets néfastes de l'alimentation. Lorsque Karuma traite Ibuki d'idiot qui se sacrifie, Jingi répond que c'est parce qu'il ne souhaite plus voir personne mourir. Karuma demande alors à Jingi d'enseigner correctement à Yuko pour qu'elle n'ait pas à venir le voir à propos de l'énergie laïque à Abuki. Lorsque Jingi répond qu'il ne semble pas être fait pour être professeur, Kuruma n'est pas d'accord en disant que Yukido admire silencieusement Jingi et que quelque part au plus profond de ses souvenirs, il cherche Jingi qu'il a sauvé dans le passé. Pendant ce temps, les 2 étudiants de Kuruma l'emmènent dans un jardin de cerisiers en fleurs et déclarent qu'ils souhaitent être amis avec lui. Au début, Yuko est ravie d'entendre cela, mais soudain, ses horribles flashbacks envahissent son esprit et son sourire se transforme en un triste soupir. Lorsque les garçons lui demandent s'ils souhaitent rejoindre leur maître et s'entraîner sous sa direction, Yuko répond qu'il s'entraîne déjà sous la direction de Jingi. Les garçons soufflent en réponse en disant que Jingi est un professeur inutile et que Yuko ne devrait pas gaspiller son potentiel de formation sous sa direction. Ils emmènent Yuko sur leur terrain d'entraînement et leur disent qu'ils souhaitent tester ses capacités.
Bientôt, le nerd Fukuawake place une graine sur le sol et chante son sort. Et bientôt, la graine germe en une petite plante. Bientôt, l'autre nerd plante également son arbre avec l'aide de la magie, mais le sien est à peine plus grand que Fukuawake. Bientôt, ils commencent tous les deux à se battre pour savoir qui a le plus d'énergie et qui a le mieux performé, laissant Yuko agir comme intermédiaire. Avec beaucoup de difficultés, Yuko parvient à empêcher les deux idiots de s'arnaquer. Pour les distraire, Yuko demande aux deux de lui expliquer le sort afin qu'ils puissent mieux apprendre les choses. Alors ils affichent tous les deux une expression faciale fière et lui disent de concentrer son énergie mensongère, et pour un meilleur entraînement, Yuko devrait rejoindre leur maître. Ils guident Yuko pour calmer son esprit, libérer son corps et diriger la puissance dans la graine pour la faire germer. Yuko peut à peine comprendre les instructions, mais comme Karuma lui avait déjà expliqué le flux d'énergie laïque, il continue à le tester sur la graine. Les deux idiots pensent qu'une amatrice comme Yuko sera à peine capable de faire germer la graine. Mais à leur grande surprise, dès que Yukido concentre son énergie, la graine se transforme en plante et commence soudainement à pousser jusqu'à devenir un immense arbre de paix. Les branches s'étendent dans toutes les directions avec des pêches mûres partout et les racines commencent à creuser plus profondément dans le sol. Les deux enfants lui crient de contrôler son pouvoir, sinon il finira par ruiner leur terrain d'entraînement. Mais Yukio n'a aucun contrôle sur son énorme flux d'énergie. D'un autre côté, Jingi regarde les enfants jouer, saute de la branche de l'arbre et leur demande de demander de l'aide aux aînés chaque fois que nécessaire. Inji se tient derrière Yuko et lui explique que pour contrôler l'énergie de Lele, il doit se concentrer sur le mal. Il lui demande de ne pas utiliser son pouvoir s'il n'a aucun contrôle dessus. Il demande à Yuko de chanter les sorts avec lui, et bientôt l'arbre cesse de grandir et revient à sa forme originale. Yukito remercie Jingi de l'avoir encouragé et de l'avoir aidé avec les sorts. Yuko s'excuse alors auprès des deux amis de l'avoir effrayé avec ses pouvoirs. Après s'être remis sur pied, les deux explosent en louange pour l'incroyable démonstration de Lee par Yuko et lui disent qu'il est incroyablement puissant. Lorsque Yukito demande nerveusement s'ils n'ont pas peur de lui, ils répondent que non et qu'ils veulent qu'il étudie avec eux. Yuko est contente que les garçons n'aient pas peur de lui, mais il décline poliment leur offre d'étudier ensemble car il veut que Jingi soit son professeur. Yuko fait de son mieux pour apprendre les sorts par cœur, mais parfois il finit par les oublier. Jingi continue de l'aider et il s'entraîne pour aider Yukio à contrôler cette explosion d'énergie insensée. Il aide Yukito à apprendre à contrôler l'énergie pour qu'elle ne circule pas librement et demande à Yuko de retourner la position de son sort, puis il saute dessus. Cela aidera Yuko à équilibrer les sorts lourds et à utiliser au mieux sa puissance. Cependant, soudain, un tremblement de terre frappe l'île, distrayant Yuko, et bientôt Jingu se retrouve allongé sur le sol. Jingi lui dit que s'il est distrait par un petit tremblement de terre, cela signifie qu'il a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, un autre tremblement de terre frappe à nouveau l'île d'Ayaka. Momoko lui explique qu'Ayaka est une île volcanique, elle est donc constamment frappée par des tremblements de terre. Lorsque Yuko demande nerveusement s'ils n'ont pas peur d'eux, elle répond qu'Ayaka est leur maison et qu'ils ont suffisamment de trousses de premiers secours et de casques pour évacuer, donc Yuko n'a pas à s'inquiéter de cela. Bientôt, Jingi se précipite à l'intérieur et demande à Mamoko s'il y a eu un autre tremblement de terre à l'instant. Et quand Mamoko accepte, il lui demande de lui donner de l'argent pour ses boissons. Lorsque Yuko demande pourquoi diable a-t-il besoin d'argent lorsqu'un tremblement de terre frappe, Jingi répond qu'aujourd'hui ils visitent la tombe de leur maître. Ils marchent tous les deux jusqu'à la tombe de Makoto et Jingi chasse les Matameis et demande à Yuko de l'aider à nettoyer la tombe. Il verse de l'eau sur la pierre tombale, plante quelques jeunes arbres et brûle des bâtons d'encens. Mikito demande pourquoi ils visitent la tombe après le tremblement de terre et il apprend d'un groupe de personnes âgées que le dragon doit être en colère la nuit dernière. Ils doivent donc prier Makoto pour protéger l'île. Bientôt, Jinji demande à Yukito de s'asseoir à côté de lui et lui offre un verre, mais il refuse car il n'a pas encore dépassé l'âge légal pour boire. Le vieil homme répond que cela fait plus de 10 ans et qu'il n'aurait pas survécu à l'éruption majeure si Makoto ne les avait pas sauvés. Lorsque Yukito demande avec curiosité ce que son père a fait il y a 10 ans, la vieille femme réprimande Jingi pour ne pas avoir parlé de son père à Yukio. Alors,
Jingi avale sa boisson et demande à Yuko si elle a entendu parler des 2 dragons de la région d'Ayaka. Yukio répond qu'il a entendu parler des dragons de feu et d'eau. Alors, Jingi lui explique que les tremblements de terre ici sont causés par le dragon de feu, qui est un courant énergétique laïque majeur imprégné d'énergie de feu. De plus, les volcans sous l'île sont plus actifs maintenant parce qu'ils sont devenus trop forts, car il y a 15 ans, le lac de la 4e île s'est complètement asséché. De plus, le dragon d'eau a également disparu, ce qui a provoqué une rupture de l'équilibre entre le feu et l'eau. Donc, à moins que les choses ne reviennent à la normale, il est possible que la 4e île entre à nouveau en éruption. C'est Maître Makoto qui a exécuté le rituel de pacification du dragon et supprimé le pouvoir du dragon de feu, qui était la force déchaînée de la nature, et cela tout seul. L'île est paisible depuis plus d'1 décennie grâce au rituel de Makoto. La vieille femme dit à Yuko que l'île doit beaucoup à son père décédé et qu'il est comme un dieu vivant pour eux. En entendant cela, Yuko rend hommage à son père en disant qu'il ne le connaît pas vraiment, mais qu'il est sûr qu'il était une personne formidable. Après un certain temps, Yuko et Ginny remarquent les cheveux violets de la sécurité d'Ayaka, mais elle part sans les saluer en retour. Alors, Jingi emmène Yuko vers une autre tombe et lui dit qu'aujourd'hui est aussi l'anniversaire de la mort des parents d'Ibero. Et soudain, Yuko remarque un trousseau de clés avec un joli porte-clés sur le sol à côté de la tombe. Dans l'après-midi, ils visitent tous les 2 la première île car Yuko veut rendre le porte-clés à Ibara. Bientôt, ils rencontrent à nouveau les étudiants de Karuma, Yako et Shero, et Jingi gâche à nouveau leur nom. Ikito demande pourquoi ils sont sur la première île, et ils répondent tous les 2 que le tremblement de terre de ce matin a perturbé l'énergie terrestre des îles. Alors leur maître Karuma leur a demandé de vérifier les villes. Yako et Shakaro leur disent qu'ils n'ont rencontré aucun problème, mais qu'ils patrouilleront toute la zone parce que leur maître le leur a demandé. Lorsque le duo apprend que Jingi et Yuko sont en route pour Iber, ils deviennent soudainement nerveux et leur disent au revoir, en disant qu'ils se reverront une fois la patrouille terminée. Lorsque Yukito leur demande s'ils ne veulent pas rendre visite à Ibar avec eux, ils lui répondent avec hésitation qu'ils ne peuvent pas parce que les choses entre la sécurité d'Ayaka et leur maître ne vont pas bien. Bientôt, ils atteignent la maison d'Ibuki et le saluent, disant qu'ils sont venus pour livrer un objet perdu. Ibuki leur dit de le signaler à son assistant Makita, et avant de partir, il demande à Yuko de prendre soin d'elle car les choses pourraient devenir difficiles aujourd'hui. Après un certain temps, ils racontent à Makita qu'ils ont contrarié Ibara parce qu'ils faisaient la fête près de la tombe. Alors Makita le rassure en lui disant que sur l'île d'Ayaka, ils ont envoyé leurs morts avec le sourire, mais cela dépend de la façon dont ils sont morts, et c'est toujours difficile pour Abara. Lorsque Yukito demande ce qui est arrivé à ses parents, Makita répond qu'il y a quelques années, un incendie à Matama est devenu suffisamment important pour brûler une maison. Ibuki s'en est occupé, mais il n'a pas pu sauver tout le monde. Midama lui dit que la vie des gens et les actions de Matama sont déterminées par le flux d'énergie. Il est donc important d'accepter tout ce qui nous fait sourire, mais beaucoup de gens ne sont pas disposés à accepter la nature de l'île d'Ayaka. Alors, ils expriment leur frustration en tuant Lara Matami. Sentant que l'atmosphère devient sombre avec leur conversation, Jingi essaie d'alléger l'ambiance pour Yuko. Bientôt, Makita se rend compte qu'il a vraiment accablé Yuko avec ses pensées et il s'excuse auprès de lui. Lorsque Yukito donne le porte-clés à Makita, il lui demande de le remettre lui-même à Iber. Bientôt, Ira arrive au magasin et Yuko lui donne les clés. Makita lui demande de remercier Yuko et elle le remercie avec hésitation, disant qu'elle aurait eu des ennuis sans ses clés. Yukito lui dit qu'il s'est également excusé auprès de ses parents pour avoir fait la fête le jour de leur anniversaire de mort. Soudain, le sol se met à trembler à nouveau et Jinji annonce que cette fois c'est un A et Matami avec beaucoup d'énergie de feu et Ibara s'épuise bientôt. Makito leur dit avec inquiétude qu'Iber agit de manière imprudente chaque fois qu'un Matami de feu apparaît. En entendant cela, Jingi et Yuko courent pour surveiller Adabara. Alors que le feu se propage rapidement, consumant tout sur son passage, Jingi libère rapidement un torrent de magie de l'eau, éteignant les flammes et sauvant une fille prise dans le chaos. Sa concentration s'aiguise alors qu'il fait un geste vers Yuko, l'exhortant silencieusement à rechercher Ibara au milieu de la fumée et de la destruction. La police commence rapidement à prendre le contrôle de la scène chaotique,
repoussant la foule et sécurisant la zone. Pendant ce temps, Abara court à toute vitesse, scandant ses sorts avec détermination, tandis que Yuko la suit de près. Sa concentration est d'une précision extrême lorsqu'elle repère un Aromatami attaquant 2 enfants terrifiés. Sans hésitation, elle saute devant la créature, protégeant les enfants du danger. Elle leur fait signe de s'enfuir aussi vite qu'ils le peuvent. Sans perdre de temps, une Bara charge la Rama, ses sorts prêts. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, le Matami riposte avec une explosion de feu qui la frappe, la forçant à trébucher en arrière. La douleur la brûle, mais elle refuse d'abandonner. En lançant un autre sort, elle parvient à esquiver l'attaque suivante. À ce moment-là, les souvenirs des derniers instants de ses parents lui reviennent à l'esprit. Elle voit le feu Matami qui leur a coûté la vie, et une rage écrasante monte en elle. Alimentée par la colère et le chagrin, elle se jette sur le Matami avec tout ce qu'elle a, déclenchant une attaque féroce. L'Aramatami riposte avec une énorme boule de feu dirigée directement sur elle. Alors que cela semble inévitable, Yuko intervient, créant un bouclier protecteur autour d'elle. Yuko demande immédiatement à Ibara si elle allait bien, mais soudain, Matami commence à attaquer la barrière d'eau de Yukio. Il profite de cette occasion pour briser les jets d'eau afin d'éteindre le feu des aromatis. Mais après un certain temps, le monstre laid utilise plus de feu pour prendre le contrôle des faibles sorts d'eau de Yuko. Bientôt, Yako et Shataro courent vers eux, leur demandant s'ils vont bien. Bientôt, un incendie se déclare, Matamei devient berserk et commence à faire tourbillonner un anneau de feu autour de la barrière de Yuko. Yuko supplie les autres de s'enfuir, mais Ibara ne court nulle part car elle sait que si elle s'échappe, les Matami viendront après eux et les habitants de la ville seront pris entre 2 feux. Ibara saute dans les airs de toutes ses forces, frappant son poing de fer sur le visage de l'Aramatami. La force de son attaque résonne sur le champ de bataille, étourdissant momentanément le démon. Elle évalue rapidement le chaos qui l'entoure et appelle les autres, les exhortant à la soutenir et à rester à l'écart des flammes qui se propagent. Elle sait qu'elle peut se permettre d'être prise au dépourvu. Yukito s'avance, canalisant son charme pour donner à Iber la force dont elle a besoin. Une vague d'énergie le traverse, et bientôt une puissante vague d'eau s'écrase sur le Matami, tentant de l'affaiblir. Mais le démon repousse l'attaque et se relève en rugissant d'une fureur renouvelée. Réalisant qu'ils ont besoin de plus de puissance, Yuko se tourne vers Yako et Shitaharo, les exhortant à combiner leurs forces avec la sienne. Cependant, les deux insistent pour se battre aux côtés de Yuko et Ibara, déterminés à affronter directement le démon. Leur entêtement frustre Yukigo, mais il n'y a pas de temps pour discuter alors que la bataille fait rage. Soudain, des flammes jaillissent vers eux, féroces et implacables. Yako et Shitaharo réagissent rapidement, utilisant leur éventail et leur bâton pour dévier l'attaque enflammée. Ils renvoient les flammes vers le Matami, bloquant momentanément son avancée. Saisissant l'opportunité, Yuko invoque une autre vague d'eau, trempant à nouveau le démon et gardant le feu à distance. Ibara n'hésite pas. Elle charge en avant et porte un autre coup écrasant à la tête du Matami. Ses poings de fer frappent avec une puissance implacable. Pendant un instant, il semble qu'ils aient gagné, mais les Matami rugissent une fois de plus et commencent à battre en retraite, essayant d'échapper à leur assaut incessant. Le groupe refuse de le laisser fuir, alors ils poursuivent le Matami. Leur détermination est inébranlable, ils coordonnent leurs attaques, combinant leurs capacités uniques en une poussée d'énergie collective. Leur puissance combinée submerge le Matami, pacifiant enfin le démon enragé. Alors que les flammes s'éteignent et que le champ de bataille devient silencieux, le groupe se tient uni, victorieux. Leur travail d'équipe et leur détermination inébranlable les ont portés jusqu'au bout, prouvant que leur force réside dans l'unité. Juste au moment où ils pensent que le danger est passé, 3 Matami s'attaquent à la ville en même temps. Iber leur a demandé de s'enfuir, mais Yuka utilise son sort d'eau pour attaquer le Matami, mais il finit par se fatiguer. Messi n'est pas du tout affecté. Iber leur a donc demandé de s'échapper après avoir distrait les Matami, car ils n'avaient aucun moyen de gérer seuls 3 puissants Mimi. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, le Matami bloque leur sortie et les piège dans sa portée de barrière de feu. Cependant, Kurama vient à leur secours et pacifie le Matami, tandis qu'Ibuki utilise son arme pour en tuer un autre.
Soudain, un troisième Matami tente de les attaquer, mais avant que Kurama ne puisse le calmer, Yuki lui tire dessus avec son arme. Kurama lance un regard dangereux à Ibuki, et Yukito peut déjà sentir la tension entre eux. Puis Mitami se transforme en quelque chose de dangereux, et Ibuki se prépare à utiliser sa magie noire, mais Kurama l'arrête en disant que c'est illégal. Ibuki lui demande de se barrer et de ne pas interférer dans son travail, et lui dit que comme ils étaient trop faibles, ils n'ont pas pu sauver leur maître. Kurama utilise son sort pour briser le Matami, mais Ibuki lui tire dessus et court vers lui pour le consommer. Mais Kurama utilise sa magie pour l'arrêter, disant qu'il perdra sa capacité à redevenir humain. Mais Ibuki n'est pas prêt à l'écouter. Bientôt, ils se battent tous les deux pour se protéger l'un l'autre. Et Yuko se rend compte que s'ils continuent à se battre comme ça, les Matami se réveilleront à nouveau. Mais soudain, Jinji arrive comme un héros et apaise l'œil de Matami et demande aux deux autres de plonger leur tête dans l'eau pour réfléchir à leurs actions. En entendant cela, ils se lâchent et s'excusent auprès de leurs élèves pour avoir agi comme des enfants. Avant de partir, Kurama prévient Ibuki que leur maître décédé ne voudrait jamais qu'il s'engage dans la magie noire. En entendant cela, Ibuki répond qu'il ne se soucie pas de ce que pense un homme mort, il utilisera donc ce pouvoir pour effacer ses regrets passés. Le soir, ils se rassemblent tous à la gare du Marine Liner pour rentrer chez eux. Mais Kurama n'est pas encore revenu. Jani, qui est ivre, plaisante en disant que peut-être Kurama célèbre la pacification de Matami avec le maire. Yako et Chitahara répondent qu'ils retournent au sanctuaire parce que leur maître Kurama le leur a demandé, et Yuko demande également à Jingi de rentrer chez elle. Il remercie Tibara de les avoir accompagnés, et Jingi remarque avec désinvolture qu'ils devraient le remercier d'avoir sauvé leur peau du feu Matami aujourd'hui, car sans lui, ils auraient pissé dans leurs pantalons. Yuko répond qu'il n'est jamais là quand ils ont besoin de lui, mais qu'il se présente à la fin pour voler la vedette. Puis Yuko remercie Ibara et lui dit qu'elle a été très forte aujourd'hui, surtout lorsqu'elle ne s'est pas enfuie et n'a pas affronté le Matami de front. Il dit à Ibara qu'il a hâte de travailler à nouveau avec elle s'ils en ont l'occasion. Mais timidement, il lui donne son identifiant de réseau social, et Jingi pousse immédiatement Yukito à agir cool et à lui donner également ses coordonnées. Mais Yuko continue de tâtonner comme un adolescent perdu dans son élan. Lorsque Yako et Chitaharo demandent s'ils échangeront tous les deux uniquement ses contacts, Ira leur donne également sa carte d'identité, mais ils sont déconcertés. Ils échangent bientôt leurs coordonnées et promettent d'être amis ensemble. Mako dit à Yuko que dans le passé, lorsque le père de Yukito était en vie, le jeune Yukito Jingi, Mamoko, Kurama et Ibuki vivaient ensemble dans la même maison. Makabo et ses élèves Kurama et Ibuki avaient l'habitude d'aller à la chasse aux Aramatami et de rentrer chez eux blessés. Alors que Yuko et Jingi restaient à la maison avec Mamoko, c'était l'époque où Ibuki et Kurama étaient comme des frères jurés, toujours attachés par les hanches. Jingi, comme d'habitude, était un fainéant et se faisait botter le cul pour ne pas s'être entraîné avec les deux autres par maître Makoto. Un jour, Ibuki a demandé si lui et Kurama pouvaient aller ensemble pour le rituel de pacification du dragon, et il a promis de soutenir Kurama, mais Makoto a refusé, disant que Kurama n'était toujours pas prêt pour cette grande mission. Makoto leur dit qu'ils doivent encore s'entraîner et perfectionner leurs compétences afin de pouvoir présider le rituel dans quelques années avec l'aide de Jingi. Jingi, le fainéant, explique pourquoi il doit faire le rituel chaque année pour apaiser le dragon afin qu'il n'entre pas en éruption. Makoto lui dit que le dragon de feu manque au dragon d'eau après sa disparition, et cela le fait réagir. Alors tout ce qu'ils peuvent faire pour le calmer est de le sceller à l'intérieur du volcan. Il leur a demandé de le surveiller de près cette année, afin qu'ils puissent de suivre le même processus. Ils passaient leurs journées à s'amuser dans la maison d'enfance de Yuko en mangeant de la glace pilée, du curry de poisson et en aidant le jeune Yukito à grandir. Makoto les a élevés avec tant d'amour qu'il les emmenait en voyage, dans des bains d'eau chaude et lors de festivals de neige passionnants. Un jour, alors que Makoto était en train d'endormir Yuko, un énorme tremblement de terre frappa l'île avec des éclairs et du tonnerre. Le temps est devenu extrêmement désastreux et Makoto est sorti de la maison pour inspecter. Il a dit à Kurama et Ibuki qu'il allait sur le continent pour trouver l'arme rituelle qui sera utilisée pour pacifier le dragon de feu. Ibuki a accepté de prendre le contrôle de tout avec Kurama jusqu'au retour de Makoto.
Bientôt, Kurama et Ibuki se mirent à inspecter les événements étranges sur l'île, et ils découvrirent que l'influence de la 4e île se répandait partout, amenant Minimus à se comporter étrangement partout sur l'île. Mamoko leur a demandé de rester dans la maison jusqu'au retour de leur maître, mais le duo a refusé l'offre, affirmant que le tremblement de terre avait affaibli l'étanchéité de la 4e île. Un autre tremblement de terre frappe l'île, et Yukio pâlit de peur, et Kurama leur dit que ce sont les prémices d'une secousse, et que si l'éruption réelle se produit, elle détruira toutes les îles à Ayaka. Il informe Mamoko que le dragon de feu est à l'origine devenu brutal pour faire remonter le lac et le dragon d'eau qui s'y trouve. Abuki ajoute que c'est parce qu'ils l'ont gardé piégé à l'intérieur d'une barrière, et maintenant il est devenu une bombe prête à exploser à tout moment. Leur seul choix est de mener le rituel de pacification du dragon pendant l'absence de leur maître. Alors qu'ils discutent de leur plan, un homme dans un petit camion demande à Ibuki et Kurama demande à Mamoko et aux enfants d'évacuer et d'atteindre rapidement les ports où le maire amènera un gros bateau pour les aider à s'échapper. Ils ont tous deux demandé à Jingi de rester avec Mamoko et Yuko, puis ils se sont envolés vers la 4e île. L'île était entièrement recouverte de lave et presque tout a été détruit. Ils décidèrent tous deux de faire le rituel de pacification sans leur maître, et bientôt des flammes de lumière bleue jaillirent des profondeurs de la terre. Leur rituel affaiblissait presque les pouvoirs du dragon de feu. Mais soudain, un volcan massif est entré en éruption et le dragon de feu a émergé du cratère des montagnes. Le dragon a commencé à frapper partout, provoquant plus de destruction et de chaos. Le duo s'est rendu compte que ce dragon était toujours piégé par le sceau. Alors ils ont décidé de terminer le rituel et de le sceller complètement. La barrière a été construite par leurs ancêtres et était encore assez solide pour retenir le dragon pendant un certain temps. Alors, ils ont commencé à y mettre plus de puissance pour qu'il ne se détache pas. Protéger l'île était le dernier espoir d'Ibuki et Karuma, et ils ont continué à verser plus d'énergie dans la barrière en utilisant les sorts tandis que le dragon grognait et fouettait de colère. Soudain, Ibuki tombe au sol, car il était très épuisé. Mais il a demandé à Karuma de continuer à sceller le dragon sans se soucier de lui. Cependant, assez vite, le dragon parvient à briser le sceau du sanctuaire et se prépare à viser Ibuki. Mais avant que le feu n'atteigne Ibuki, Kuruma intervient et le sauve des brûlures. Ibuki le regarda avec colère et surprise, lui demandant pourquoi diable avait-il arrêté de sceller le dragon pour le sauver. Mais soudain, ils virent Maître Makoto émerger des flammes, combattant impitoyablement le dragon pour le pacifier. Le museau massif du dragon qui atteignait presque le ciel se dressait dangereusement au-dessus d'eux. Makoto s'est excusé d'être arrivé en retard et s'est préparé à effectuer à nouveau le rituel. Il place l'outil rituel dans le sol et chante ses mantras, et bientôt le dragon est pris dans les chaînes. Makoto a dit aux garçons que s'ils ne scellent pas, le dragon les baisera car il est trop tard pour arrêter l'éruption et ils doivent également empêcher les îles Ayaka d'être détruites. Lorsque les garçons ont demandé s'ils seraient capables de faire cela, Makoto a répondu que c'était possible s'il risquait sa vie. Ibuki a proposé d'accompagner Makoto, mais Makoto a demandé à Karuma d'emmener Ibuki et de courir, et Kurama a fait ce qu'on lui avait demandé à contre-cœur. Avec beaucoup de difficultés, Karuma laisse tomber Ibuki au sol, et un Ibuki en colère se rend compte que Karuma est également gravement blessé. Puis il regarda autour de lui pour voir que l'éruption était devenue plus massive, et il cria de colère et d'impuissance. La bataille pour sceller le dragon était massive, et le ciel était rougeoyant toute la nuit. Le lendemain matin, lorsque les gens regardaient autour d'eux, il semblait que rien ne s'était passé. Mais en une seule nuit, Ayaka avait subi de terribles dégâts. Lorsque Karuma et Ibuki se dirigèrent vers le cratère pour chercher leur maître, ils le trouvèrent assis là. Mais quand ils regardèrent attentivement, ils réalisèrent qu'il était mort, et pourtant il souriait. Ibuki tomba au sol, souhaitant désespérément que son maître revienne. Mais il était parti depuis longtemps dans la bataille la nuit dernière. Après cela, Karuma et Ibuki se disputèrent beaucoup sur leur avenir en tant que maîtres laïcs et ils finirent par se séparer. Plusieurs années plus tard, Ibuki est revenu après avoir appris des sorts dangereux et maintenant ils ont tous deux des relations tendues. Après que Makoto ait terminé l'histoire, Yuko regarde dans la direction de Jinji et se rend compte que lors de cette nuit dangereuse,
C'est Jing qui l'a sauvé et l'a calmé. Un après-midi, alors qu'il fait une sieste, Yuko se rend compte qu'il ne fait plus de cauchemars depuis qu'il a déménagé sur cette île. Puis il se réveille soudainement en s'étouffant et en toussant, et Jingi s'assoit immédiatement à côté de lui et lui demande s'il va bien. Lorsque Jingi regarde dans les yeux de Yukio, il voit qu'ils sont devenus d'une légère nuance de bleu. Mais avant qu'il puisse demander quelque chose, le téléphone portable de Yukio sonne avec un message. Yuko vérifie son téléphone pour voir que ses amis ont créé une discussion de groupe, prévoyant de sortir dimanche. Sheni arrive par derrière et demande joyeusement si Yuko va à la fère et au festival dimanche. Puis Ginny entre et apporte un masque traditionnel et le donne à Yuko en disant que les gens le portent pendant le festival. Puis il lui dit que ce masque utilisé était celui de Maître Makoto. Dimanche, Jinji et Yuko atteignent le lieu du festival et Yuko est ravi de voir un immense rassemblement. Les amis de Jingi le retrouvent bientôt et lui demandent de les accompagner au stand. Mais Jingi décide de rester avec Yuko et le taquine en lui disant qu'il utilisera son argent et qu'ils s'amuseront ensemble. Mais soudain, il voit une Bara vêtue d'un joli kimono et Yuko lui demande de l'accompagner pour retrouver Chitauro et Yako, tandis que Ginny continue de les regarder comme s'il était un chien errant. Jingi emmène Yuko de l'autre côté et lui demande de complimenter Ibara. Mais dès que Yuko se retourne et la complimente, Ibara ne répond pas, mais elle lui envoie un SMS pour la remercier. Sumi commence à se promener en regardant divers stands et Jingi continue de lui demander d'acheter quelque chose. Soudain, Yukio entend Yako et Chatero réprimander leur maître, Karuma, parce qu'il a vendu tout leur charme comme cadeau à tout le monde. Ils entrent dans la hutte et commencent tous à trier les charmes tandis que Jingi, comme d'habitude, se relâche. Soudain, Kuruma remarque le masque de Yukito et lui dit que le voir lui rappelle de vieux souvenirs de leur maître. En entendant cela, Yukito demande pourquoi les gens portent des masques au festival Keizen. Alors, Kurama répond qu'à l'époque, même les non-humains participaient à ce festival et qu'ils étaient des dieux et des monstres. Ainsi, les masques sont une raison d'oublier qui l'on est et de profiter du festival. Après un certain temps, lorsque le tri des charmes est terminé, Kurama demande aux enfants de profiter du festival pendant que lui et Jingi dirigeront la boutique. Jigyu se révolte en disant qu'il doit prendre soin des enfants et les accompagner en tant que tuteur. Mais Kurama lui demande d'arrêter de se reproduire parmi ses élèves. Ils quittent le magasin en discutant et en plaisantant entre eux lorsque Yuko ressent un étrange mal de tête et s'assoit par terre en se tenant la tête. Quand Aira lui demande s'il va bien, il répond qu'il se sent soudainement étourdi, mais qu'il va bien. Pour détendre l'atmosphère, Yuko demande aux enfants de manger quelque chose puis de jouer à des jeux. Bientôt, ils commencent à profiter de plats délicieux et de toutes sortes de jeux lors du festival. D'un autre côté, Jingi se promène comme un solitaire, maudissant Kurama de le faire travailler comme un âne. Bientôt, il voit les 4 enfants s'amuser ensemble et décide de vivre à leur crochet, mais il décide de ne pas faire ça aux pauvres enfants et part. Bientôt, Chitauro remarque qu'Ibara a des ampoules à cause du port des pantoufles en bois et lui demande s'il doit lui apporter des aides médicales. Yuko suggère de faire une pause pendant un certain temps, mais soudain Mamoko s'approche d'eux et leur demande ce qu'ils font. Lorsqu'elle apprend qu'Iber a du mal à marcher, elle lui fait un bandage et lui demande de ne pas sous-estimer une ampoule car elle ruinerait ses jolis pieds. Puis, elle regarde Yuko souriante et lui dit que son père souriait comme lui quand il venait au festival et créait du grabuge avec son ami mère. Bientôt, Iber reçoit un appel d'Ibuki qui lui demande de passer le téléphone à Yuko. Dès que Yuko prend l'appel, il me demande si je m'amuse et Yuka répond que oui. Alors Ibuki sourit soulagé de l'autre côté. Mais soudain, Yuko reçoit une autre attaque et il tombe au sol et bientôt ses yeux deviennent bleus. Yuko se rend compte que c'est exactement comme lorsqu'il a perdu le contrôle de son pouvoir quand il était enfant. Craignant de blesser tout le monde, Yuko s'enfuit du festival vers les forêts profondes. D'un autre côté, Kaema remarque que l'eau de l'étang est un peu instable et bientôt il voit Yuko courir dans la forêt. Bientôt, Yuko s'arrête sous un arbre, mais il a peur lorsqu'il voit que son ombre s'est transformée en forme de dragon. Il essaie de contrôler son pouvoir et de se calmer, mais le pouvoir continue de s'étendre et d'émaner de son corps. Il tombe au sol, impuissant, mais soudain il se souvient de la façon dont Jingi l'a aidé à se calmer et il suit sa méthode.
Bientôt, il parvient à se contrôler et soudain, il voit un homme masqué et rayonnant qui le félicite et lui dit qu'il est prêt à devenir le maître laïque. Sur le chemin du retour, Yuko pense à l'homme masqué. Et puis, il rencontre Jingi. Il le remercie de l'avoir aidé à apprendre à contrôler ses pouvoirs. Mais soudain, un volcan entre en éruption et tout le monde le regarde avec peur. Le sol commence à trembler et tout le monde panique en réalisant que la situation est similaire à celle d'il y a 10 ans. Le maire demande à tout le monde de se calmer et les informe de la situation actuelle et il leur demande de se diriger vers le milieu de la place. Il demande à Mimoko de demander aux insulaires de rentrer chez eux et de se préparer à l'évacuation. D'un autre côté, Jimmy sourit en regardant le volcan car cela lui rappelle le passé. Mais quand il voit une Yuko paniquée, il lui demande si Yuko aime ou déteste l'île. Au début, Yuko pense qu'il est devenu fou, mais il répond qu'il aime ça parce que c'est un endroit agréable et qu'il s'est fait des amis ici. En entendant cela, Jingi sourit et répond qu'il aime aussi l'île, et Sumi disparaît. Le lendemain matin, les répliques frappent à nouveau l'île tandis que Yuko continue de recevoir des flashs de l'œil du dragon. Mamoko lui demande s'il va bien et lui donne ensuite un sac de sécurité, lui demandant d'évacuer. Lorsque Yukito demande si elle ne va pas évacuer, Mamoko répond qu'elle fait partie du comité de prévention des catastrophes. Elle doit donc attendre que tout le monde soit évacué, sauf que Jingi peut être à la maison à tout moment. En entendant cela, Yuko répond qu'il attendra lui aussi Jingi et aidera les autres en attendant. Bientôt, Yukio commence à aider Mamoko lors de l'évacuation et elle lui demande de garder un œil sur les personnes âgées pendant qu'elle monte sur le bateau. Après un certain temps, Kurama visite le port et demande à Mamoko s'il peut emmener Yuko avec lui et elle accepte. Il emmène Yuko dans un endroit isolé et lui dit qu'il veut lui raconter quelque chose sur sa naissance. Ses élèves s'inquiètent un peu et demandent s'ils doivent laisser Yuko et lui tranquilles. Kuram leur demande de rester car ils ont aussi besoin de connaître la vérité. Il leur dit ensuite que la catastrophe qui touche actuellement l'île d'Ayaka est causée par le dragon de feu qui vit ici. Son pouvoir devient incontrôlable car le pouvoir de son rival, le dragon d'eau, a disparu et cela a perturbé l'harmonie énergétique de l'île. Ainsi, les étudiants de Makoto ont été chargés d'utiliser leur pouvoir pour aider les habitants de l'île et rétablir l'équilibre de l'eau. Il explique qu'il y a 15 ans, le pouvoir du dragon d'eau a été considérablement perdu et que c'est Maître Makoto qui a géré la situation. Mais il tentait de restaurer le pouvoir du dragon d'eau en utilisant un certain rituel, et il réussit à extraire le dragon d'eau affaibli de l'énergie laïque, mais cela donna naissance à un bébé Yuko sous la forme d'énergie de l'eau. En faisant cela, le dragon d'eau pourrait retrouver sa force d'antan et retrouver son énergie une fois de plus. Et la force mystérieuse de l'eau et le talent de Yukito sont tous dus au fait qu'il est né pendant ce rituel, et tout cela signifie que Yuko est l'incarnation du dragon d'eau. Et bientôt, Koma confirme ses soupçons avec une expérience. Mais pour que Yuko retrouve sa vraie forme et apporte l'harmonie sur l'île, il devrait libérer son énergie qui est piégée depuis 15 ans. Il demande à Yuko de grandir en bonne santé et fort, de continuer à s'entraîner, et un jour, il deviendra la vraie version de lui-même. Il dit ensuite aux trois qu'il ira sur la 4e île pour faire ce que Maître Makoto a fait il y a des années et les informe que Jingi prendra soin d'eux. Yikido est contre le fait de courir à nouveau et veut aider Kurama et les autres à apprivoiser les dragons. Mais Sentaro lui dit qu'ils ne sont pas assez entraînés et qu'ils seront faibles. Mais soudain, il réalise que Kurama est en fait sur le point de se sacrifier, tout comme Makoto l'a fait. Alors ils commencent à paniquer. Mais Yato et Shaturo sont toujours contre l'idée de suivre leur maître et de causer plus de problèmes. Mais soudain, Ibara apparaît et leur dit qu'elle est d'accord avec Yukito. Ils doivent aller aider leur maître et sauver leur vie. D'autre part, Kurama atteint le sanctuaire du dragon de la 4e île et commence à chanter une longue prière pour sceller le dragon. Soudain, Ibuki apparaît derrière lui, mais Kurama lui demande de rester à l'écart et de regarder. Ibuki répond qu'il peut vaincre le dragon seul et qu'il n'a pas besoin de l'aide de Kurama. Bientôt, la nostalgie les frappe et ils se souviennent du lieu de décès de leur maître, mais bientôt, ils recommencent à se battre. Soudain, le sol sous eux bascule à nouveau et le dragon de feu émerge de l'ouverture volcanique. Ibuki ne perd pas de temps et libère rapidement son énergie de magie noire et malgré le fait que Kurama lui demande de ne pas le faire,
Il saute vers le dragon. Kurama utilise son énergie pour retirer Ibuki de la gueule du dragon et déclare qu'il s'en occupera seul. Suni vole vers le dragon enragé, mais Buki le sauve. Ils volent tous les deux ensemble dans les airs, combinent leurs énergies et attaquent le dragon avec. Mais soudain, le dragon se jette sur Ibuki et le projette contre la montagne. Kurama choisit rapidement Ibuki et il voit que le dragon s'est presque transformé en Aramatami. Kurama tente d'emmener Ibuki, mais le dragon Aramatami libère une énorme boule de feu et d'énergie maudite, mais étonnamment Yuko la bloque. Kurama et Ibuki se rendent compte que leurs étudiants ont atteint la 4e île pour les aider. Genie a appris le secret de Yuko et elles étaient toutes les deux de jeunes enfants. Un jour, alors qu'il aidait Yuko à marcher, dès que bébé Yuko a tenu son doigt, une rafale d'eau est apparue de nulle part et Jinji a commencé à s'y noyer. Mais heureusement, Maître Makoto a brisé le sort et a dit à Jinji confus que Yuko était un peu spécial car son énergie aquatique est très forte. Jinji et Yuko étaient compatibles car l'énergie de l'eau de Jinji était trop forte. Mais il a demandé à Jinji de ne rien dire à Karuma et à Buki. Jai avait l'habitude d'avoir des discussions secrètes avec Makoto sur l'avenir de Yuko. Un jour, il a demandé si Yukito se transformerait en dragon d'eau ou s'il pourrait le voir dans le futur. Makoto a répondu qu'il serait stable jusqu'à ce qu'il ait l'âge d'Ibuki et de Kurama, mais après cela, il devrait subir un rituel pour se transformer en dragon d'eau. Mais jusque-là, il a demandé à Jinji de surveiller Yuko. Mais lorsque Makoto est mort, Yuko a été envoyé à l'orphelinat sur le continent. Et selon le souhait de Makoto, il devait rompre les liens avec tous les habitants de l'île jusqu'à l'âge de 15 ans. Mamoko ne voulait pas arracher le jeune Yukito à la famille de son père, mais Jinji leur a demandé de suivre les dernières volontés de son maître. Bientôt, Jinji dit tristement au revoir à Yukito et continua de croire en la décision de son maître. Mais comme Makoto était mort, Yuki et Kurama étaient blessés. Il a commencé à étudier pour devenir un bon maître et a rapidement appris le sort de récupération du dragon d'eau, mais celui qui prononcera le sort mourra. De retour au présent où Yuko et ses amis sont venus aider leur maître, Kurama leur crie dessus en leur demandant d'arrêter d'agir de manière stupide, mais Yuko n'est pas prête à bouger et il déclare qu'ils sont aussi des élèves de l'école de Makoto. Ibuki se rend compte qu'il ne sert à rien de discuter avec ses étudiants têtus. Il leur demande donc à tous de les soutenir avec leur pouvoir. Il ordonne à Iber de diriger les enfants et finalement Kurama accepte également de laisser les enfants l'aider. Mais il leur demande de se sauver eux-mêmes d'abord. Iber ordonne à Yako et Chitaharo de bloquer autant d'attaques que possible et elle ordonne à Yuko de l'aider à maintenir le dragon en place. Bientôt, Kurama et Ibuki se lancent à nouveau sur le champ de bataille et leurs étudiants sont prêts à les soutenir. Le dragon Aramatami les attaque, mais Ibuki saute rapidement dans les airs pour attaquer son museau, tandis que Kurama l'aide avec ses puissants sorts magiques. Voyant leur chance, Yuko utilise son énergie aquatique et Ahar utilise ses sorts de foudre pour maintenir le dragon en place. Le puissant sort de Yuki crée un dragon d'eau qui piège le feu Aramatami, et Ibuki utilise cette chance pour frapper le dragon avec son bras imprégné de magie noire. Les enfants sont ravis de voir leur maître se battre ensemble et il y a un espoir qu'ils puissent vaincre l'énorme dragon de feu. Le combat continue pendant un certain temps et ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes avec l'énorme énergie aquatique de Yuko. Mais Kurama sent que Yuko perd son souffle. Il utilise donc le sort de Makoto pour enchaîner le dragon. Cependant, le dragon s'est transformé en Matami et bientôt il brise les chaînes. Alors, Ibuki se transforme en un humain semblable à un démon et attaque le dragon, mais rien ne semble fonctionner sur le dragon. Alors, Kurama dit aux enfants qu'il les enverra loin tant qu'il aura encore du pouvoir. Mais Yuko supplie Kurama de le laisser l'aider, lui et Yuki, et tombe par terre. Soudain, Jinji apparaît derrière lui et plaisante avec Yuko en disant qu'il semble qu'il va pleurer à tout moment. Il rassure Yuko en lui disant qu'il est là pour le protéger. Il s'avère que Jinji avait appris des notes de Makoto qu'il y a longtemps, l'un des dragons protégeant l'île s'était affaibli et l'autre s'était déchaîné. L'énergie laïque a été perturbée et les flammes ont éliminé les champs fertiles, ne laissant aucun endroit pour soutenir la vie. Mais un jour, un vieil ermite est venu et en échange de sa propre vie, il a restauré le dragon d'eau qui était sur le point de disparaître. Et bientôt, le dragon d'eau établit l'harmonie avec le dragon de feu.
Mais les années ont passé et les deux dragons sont à nouveau en rupture d'harmonie. Alors, Makoto a écrit le sort à sa manière pour restaurer son pouvoir. Makoto avait prévu d'élever le dragon d'eau en tant qu'humain, puis de restaurer son pouvoir en donnant sa propre vie comme l'ermite l'avait fait autrefois. Alors, Jingi a pris la responsabilité sur lui-même parce qu'il n'a pas de famille et qu'il n'a pas beaucoup d'attaches. Lorsque Jingi est allé chercher Yuko à l'école, il était très nerveux au début. Mais plus tard, il s'est rendu compte que les gars avaient grandi sans amis et qu'il mourrait probablement seul. Mais le voir sourire rendait Jingi très heureuse. Alors, mourir pour lui le rendra également heureux. Et il avait renforcé sa résolution et maintenant le moment est venu. Ikita demande à Jingi où il a disparu et il répond qu'il avait besoin de temps pour voler encore plus sa résolution. Jingi demande à Yuko s'il souhaite récupérer ses pouvoirs de dragon d'eau et Yuko répond qu'il veut vraiment sauver les habitants de l'île, ses amis et les personnes qu'il aime. En entendant cela, Jingi libère sa puissante énergie aquatique et Kurama essaie de l'arrêter car il sait ce que Jingi prépare. Cependant, bientôt Yukito se retrouve dans un endroit étrange avec Jinji et le gars l'informe qu'ils sont à l'intérieur de l'énergie laïque pour restaurer le pouvoir perdu du dragon d'eau. Il explique que pour y parvenir, un grand maître laïque doit agir comme conducteur pour connecter l'âme du dragon d'eau à l'énergie laïque. Lorsque Yuko le regarde avec confusion, il explique que lui et Yuko ont une grande compatibilité et demande à Yuko de sauter. Mais soudain, Yuko lui demande ce qu'il entend par agir ainsi à sa place. Soudain, les choses commencent à devenir claires pour lui et il demande à Jingi ce qu'il fait et Jingi répond qu'il donnera sa vie à Yuko et bientôt, il prend sa main et saute dans l'eau. Dans l'eau, Yukito tente désespérément de sauver Jingi, mais le gars tient la main de Yukito et transfère son âme dans son corps. Sur le champ de bataille, tout le monde regarde avec inquiétude Jingi alors qu'il s'effondre sur le sol et qu'une énorme vague d'eau éclate autour de Yuko. Soudain, Yuko se transforme en un dragon de couleur bleue avec une queue d'où coule de l'eau et se retrouve face à face avec le dragon de feu. Yuko a des flashbacks de ses joyeux souvenirs avec Jingi lorsqu'il est venu sur l'île avec lui. Un jour, lui et Mimoko ont découvert que Jingi avait grillé le seul poisson qui était censé être cuit pour le dîner et il l'avait mangé avec son alcool. Lorsque Mamoko lui a demandé de devenir un adulte respectable, King a répondu qu'il vivrait la vie comme il le souhaitait jusqu'au jour de sa mort. Cela signifiait vraiment qu'il savait qu'il allait certainement mourir très bientôt. Alors, s'il voulait profiter de sa vie dans le présent, Yukitov s'est transformé en un dragon d'eau brutal qui est impliqué dans un combat féroce avec un dragon de feu, tous deux se poussant et se tirant l'un l'autre. Kuruma crée une barrière autour des autres pour qu'ils ne soient même pas pris entre deux feux et dit à tout le monde que les deux dragons essaient de maintenir l'harmonie de l'énergie laïque. Mbuki demande à Kuruma si Yuko pourra revenir de là et il répond qu'il ne sait pas car ils n'ont jamais su quel genre de sort leur maître avait lancé sur Yuko. Ainsi, une fois l'harmonie rétablie, ils sauront seulement si Yukino peut se transformer en humain ou non. Bientôt, les deux dragons s'entremêlent et l'œil Aramatami du dragon de feu se ferme et la corruption de son corps le quitte lentement. Sur le côté, Kurama explique que Yuko rétablit sa circulation avec le dragon de feu. Bientôt, les Matami commencent à sortir du sol et soudain, les deux dragons retombent dans le cratère. Soudain, je vois Yuko debout à côté d'un Jingi mort, lui demandant de se réveiller, sinon il aura froid en dormant à l'air libre. Karema pose une main sur son soldat pour lui annoncer la mauvaise nouvelle du décès de Jingi et Yuko crie son nom de douleur. Bientôt, tout revient à la normale et Mamoko apprend la nouvelle de la mort de Jingi. Yuko, quant à elle, s'est enfermée sans participer aux funérailles. Ses amis ont assisté à ses funérailles, se remémorant les doux souvenirs qu'ils avaient créés ensemble et le maudissant de ne pas avoir parlé de son projet. Les autres sont également bouleversés par la disparition soudaine de Jingi, se demandant s'ils le reverront un jour. Pendant ce temps, le maire se rend dans la chambre de Jingu pour se remémorer les souvenirs qu'ils ont créés ensemble. Il parle à son image, disant qu'il était une personne authentique sans aucune prétention. Il a toujours été un enfant volontaire et un tuteur. Il a eu du mal, mais aussi du plaisir à traiter avec lui. Mais il se met à pleurer, disant qu'il n'aurait pas dû le laisser seul si tôt. D'un autre côté,
Kurama rend visite à un Ibuki en détresse, et Ibuki lui demande s'il connaissait le secret de Yuko d'être un dragon d'eau. Kurama répond qu'il n'a appris cela qu'hier. Alors, Jingi demande « Comment diable Jingi a-t-elle pu le savoir ?» Et Kurama lui montre le journal de Makoto, qui a été trouvé dans la chambre de Jingi. Les notes sont celles qui décrivent le sort lancé par l'ancien maître laïque. Makobo voulait probablement aussi utiliser ce sort, mais Jingi s'entraînait depuis la mort de leur maître pour aider Yukido un jour et sauver l'île. Il s'est sacrifié. Quand Ibuki demande avec colère pourquoi Jingi ne leur a pas dit, Kurama répond que Jingi voulait tous les sauver, alors il ne leur a rien dit. Jingi savait que quelqu'un devait se sacrifier pour réveiller le dragon d'eau. Il lança donc le sort, et il fut un grand maître laïque, tout comme leur maître, Makoto. En entendant cela, Ibuki s'en prend à Kurama, disant qu'il ne se soucie de personne tant que l'harmonie de l'île est rétablie. Kurama ne se retient pas cette fois-ci, et répond avec colère qu'Abuki ne sait rien de lui, et que même à l'époque, ils n'avaient pas d'autre choix que de quitter leur maître. Maintenant aussi, en tant qu'aîné, il est gêné, car Jingi a dû sacrifier sa vie à sa place. Ibuki voit avec colère qu'il est allé à la magie noire, parce qu'il voulait utiliser tout son pouvoir pour vaincre le maudit Haramatami et sauver tout le monde. Bientôt, ils commencent donc tous les deux à se battre violemment, mais leurs élèves accourent en leur demandant d'arrêter de se comporter comme des enfants. Soudain, Ibuki se met à sangloter, disant qu'ils sont des perdants qui n'ont même pas pu sauver leurs propres amis. Après un moment, Momoko frappe à la porte de Yuko et lui demande s'il va bien. Et Yuko commence à se blâmer pour la mort de Jingi. Il lui dit que parce qu'il était faible, Jingi a dû donner sa vie pour lui. Mamoko le serre dans ses bras et répond qu'elle ne sait pas grand-chose sur la maîtrise laïque, mais qu'elle connaît très bien Jingi. Si Jingi était prêt à donner sa vie pour faire quelque chose, alors cela devait être le seul moyen d'y parvenir. Donc Yuko ne devait pas se blâmer. Mamoko rit du courage de Jingi, disant qu'il était quelqu'un qui vivait une vie sauvage, mais qu'il ressemblait vraiment à son maître, Makoto. Puis elle a demandé à Yukito de voir Jingi pour la dernière fois, sinon il serait triste sans lui. Après un certain temps, Yuko suit un groupe de Matameis jusqu'au corps de Jingi où il voit le maire. Le maire le remercie d'avoir sauvé l'île, mais Yuko dit que tout le mérite revient à Jingi. Le maire verse des larmes, disant qu'il voulait envoyer Jingi et Makoto avec un sourire, mais que c'est difficile pour lui. Et le maire s'en va, laissant Yuko seul avec Jingi. Yuko s'approche de Jingi et lui dit qu'il était très égoïste de mourir seul et de laisser tout le monde derrière lui, et que maintenant, ils ne peuvent pas vivre sans lui. Yuko s'en prend à lui avec colère, mais soudain, il est à nouveau téléporté dans le courant d'énergie. Là, il voit Jingi crier son nom, lui demandant de l'aider car il est emporté. Il lui demande d'utiliser ses tactiques d'appel de dragon d'eau pour le sauver, mais Yukio ne sait pas ce qu'il doit faire, et bientôt, il est téléporté dans la pièce. Lorsque Mamoko et le maire accourent pour demander ce qui s'est passé, il répond qu'il est encore possible de sauver Jingi car son âme est toujours coincée dans l'énergie tardive et il s'enfuit en se transformant à nouveau en un énorme dragon d'eau. Imuki et Kurama voient Yuko courir comme un fou. Alors ils le suivent en se demandant où il va à ce moment-là. Pendant ce temps, Yuko se transforme à nouveau en dragon d'eau et se rend sur la 4e île et sent le ruisseau Lee où il a vu Jenny pour la première fois. Il se laisse tomber dans le cratère du volcan et se retrouve bientôt à nouveau dans le flux d'énergie de Lee et commence à le chercher. Il décide de ramener Jingi à la maison, même si cela signifie le traîner par le col. Mais soudain, une énergie rouge brillant la frappe. Lorsque Yuko se retourne, il voit un homme masqué et il demande qui il est. Yuko demande soudainement s'il est son père et demande joyeusement s'il l'a reconnu et enlevé son masque pour révéler son visage. Mikoto dit à son fils qu'il était là tout ce temps pour garder le dragon sous contrôle, jusqu'à ce que Yuko se réveille et prenne les choses en main. Lorsque Yuko demande s'il est toujours en vie, Miko répond qu'il n'a pas pu battre un dragon dans un combat en tête-à-tête, alors il est mort. Mais maintenant, il est une âme partielle qui manipule patiemment le dragon de feu dans l'énergie laïque. Mais comme le dragon d'eau est plus important que lui, il s'est assuré que Yuko n'entre pas en contact étroit avec le dragon de feu. Yuko se rend compte que pour affaiblir son lien avec le dragon de feu, son père l'a élevé comme un humain sur le continent. Mais si tout ce chaos n'était pas arrivé, ils auraient continué à vivre ensemble.
Puis Makoto demande à Yuko pourquoi il est venu dans le ruisseau et Yukito demande rapidement s'il sait où se trouve Jingi. Makoto répond qu'il l'a vu s'accrocher à un bâton il y a quelque temps, qu'il avait fait comme point de repère il y a longtemps, mais il semble qu'il ait été emporté. Yuko lui demande de l'emmener auprès de son bien-aimé Jingi, afin qu'il puisse le reprendre. En entendant cela, Makoto répond que puisque Yuko est le dragon d'eau, il attendait qu'il grandisse et s'habitue à l'énergie laïque. Mais maintenant qu'il est prêt, il a demandé à Yuko de le suivre. Il nage pendant un certain temps, mais Yuko reste derrière car l'énergie du lait est un courant puissant et Yukito doit rattraper son père. Makoto demande à Yuko de ne pas résister au courant, sinon il finira par créer Ayameus. Il devrait donc se joindre aux autres vies qui coulent ici et suivre le courant. Bientôt, Yukito utilise ses compétences de maîtrise laïque et commence à couler librement. Makoto est soulagé que Jingi n'ait pas fini par lui apprendre des bêtises, après tout. Yukito demande alors si Makoto le considère comme son fils et le vieil homme répond que peu importe quelles pourraient être les origines de Yuko. Mais depuis qu'il l'a recueilli, il sera toujours son père. D'un autre côté, Kurama est occupé à prier et Abuki demande à ses élèves ce qu'il fait. Les étudiants répondent que Yuko est à nouveau entré dans le canal d'énergie lumineuse. Alors leur maître fait un rituel pour son bien-être. Ibuki répond que la rivière de la vie est un courant dangereux et que le simple fait d'être là fait perdre conscience à quelqu'un et que tout le monde ne peut pas y résister. Kurama ouvre les yeux et répond qu'il est d'accord avec Ibuki en disant que même un capitaine chevronné peut être perdu dans une tempête en mer. Ibuki dit que Yukito s'est transformé en dragon d'eau, il n'y a donc aucun moyen qu'il ne comprenne pas les risques. Soudain, de nombreux Araminimus commencent à apparaître de nulle part et Kurama se rend compte que son appel doit invoquer une énergie indésirable provenant de l'énergie laïque. Prévoyant que Kuruma sera interrompu par ses invités indésirables, Ibuki se prépare avec son arme pour les combattre et les étudiants se préparent à le soutenir. Pendant ce temps, Yuko et Makoto trouvent une tête verte bruyante, presque noyée dans le flux d'énergie tardif, criant le nom de Yukito et lui demandant de l'aider. Yuko le tient par son collier et le soulève, et Jingi est soulagé de revoir son frère. Yukiya le regarde avec des yeux en colère, disant qu'après avoir déclenché une tempête tout seul, Jingi est allé mourir seul sans se soucier de ce que tout le monde ressent, en particulier de ce que ressent Yuko. Jingi fait la moue et demande ce qu'il était censé faire si ce n'est se sacrifier. Alors, Makoto lui donne un coup de poing dans la tête et lui dit qu'il aurait pu faire beaucoup de choses en tant qu'élève. Il dit à Jingi qu'il n'a pas eu à se sacrifier pour sauver une île et que ce sort n'était qu'une mesure d'urgence. Il explique que si Yuko ne s'était pas transformée en dragon elle-même, alors Jingi aurait dû laisser l'île brûler car c'est la méthode de la nature pour mourir et se régénérer. Ensuite, Jingi demande à Yuko comment ils vont le ramener et Yuko répond qu'il pensait que tu serais capable de le tirer et de le sortir de l'énergie laïque. Mais ramener un mort à la vie n'est pas une tâche facile. Cependant, Makado dit à Yukiyo qu'il peut le faire en croyant en ses capacités. Il lui rappelle qu'il n'a pas été absorbé par le courant d'énergie laïque parce qu'il n'a pas abandonné. Yuko demande à Jingi s'il souhaite retourner chez lui, et Jingi répond qu'il souhaite toujours manger et boire des choses savoureuses, discuter avec ses amis, prendre l'argent de Yukito et aller pêcher. Yuko soupire et demande s'il peut trouver de meilleures raisons que ça. Alors, Jingi lui demande de se taire car il n'y a rien de mal à s'amuser. Yukio dit qu'il était tellement occupé à arriver ici qu'il ne savait pas où se trouvait l'île. Alors il demande à Makoto. Makoto répond qu'il a brisé son seau lorsqu'il a sauté à l'intérieur du lac volcanique et que c'est seulement grâce à ce seau qu'il a eu une idée de l'endroit où se trouve l'île. En entendant cela, Jenny panique et ils commencent tous les deux à se chamailler comme des frères perdus de vue depuis longtemps. Mikado leur demande de se calmer car ils retrouveront leur chemin dans 50 à 60 ans. Mais soudain, Yuko sent quelque chose. Alors il prend le bras du génie et suit l'énergie. Dès que Yuko donne un signal de l'intérieur, Furama le sent de l'extérieur et dit à tout le monde qu'il a trouvé Yuko. À l'intérieur, Jingi dit à Yuko que les autres essaient de les sortir de la sortie. En les voyant, Makoto fond en larmes, réalisant que Yuko et Jingi sont toujours aussi forts que des frères et il les serre dans ses bras, disant qu'ils ont tous les deux travaillé très dur. Puis il les pousse vers la sortie, et Jingi essaie d'emmener Makoto avec lui, mais Makoto refuse, disant qu'il ne peut pas partir parce qu'il vit ici depuis longtemps et qu'il doit tenir compagnie au dragon de feu.
Yuko demande à Jangji de lui tenir la main et il commence à le prendre à contre-courant de l'énergie laïque. Soudain, Yuko voit le seau se briser à nouveau et un jambon en sort, les tirant tous les deux dehors. Il s'avère que c'est Ibuki qui fait de son mieux pour les sauver, car il ne peut pas se permettre de perdre à nouveau des personnes proches de lui. Il parvient à utiliser toute sa force, mais soudainement, l'emprise d'Yuki se relâche sur la main de Yuko et ils recommencent tous les deux à tomber dans l'eau. Soudain, Yuko voit une boule jaune et demande s'il est le dragon de feu et le dragon répond par oui. Yuko rassure le dragon qu'il restera avec lui sur l'île et s'assurera qu'il n'est pas seul, et le dragon répond qu'il l'attendra. Bientôt, il voit à nouveau le bras d'Ibuki et il crie le nom de Yuko et le tire dehors. Yuko se réveille et cherche Jingi du regard, mais il n'est pas là avec lui. D'un autre côté, Jingi se réveille dans sa chambre funéraire et effraie Mamoko, entrant simplement dans la pièce pour servir quelques boissons à son âme. Lorsque le vieux maire entre dans la pièce, il tombe sur ses fesses, surpris que Jingi soit en vie et respire. Le vieil homme perd la tête et commence à crier sur les portraits de son ami Makoto, disant qu'il a vu un fantôme de Jingi. Pendant que Jingi prend la boisson de Mimoko et s'exclame qu'il se sent à nouveau vivant. Pendant ce temps, Imber continue de vérifier si Yuko va bien, disant qu'elle ne sera pas surprise tant qu'elle n'aura pas vérifié chaque détail de lui. Yuko remercie ses amis d'être restés avec lui tout ce temps. Kurama et Ibuki semblent être à nouveau en bons termes, et je lui demande de demander son aide, et ils pourront se battre ensemble si l'enfer perd à nouveau sur eux. Le lendemain matin, le maire sort Jingi de la maison, l'exhortant à expliquer sa survie à ses amis. Dès qu'il le voit, ils se précipitent pour le serrer fort dans leurs bras. Impossible de retenir mes larmes de soulagement. Leurs émotions se transforment rapidement en réprimandes pour avoir causé une telle détresse. Ces retrouvailles sincères apportent à chacun un sentiment de clôture et de joie, marquant un nouveau départ pour leur communauté. La vie revient progressivement à la normale sur l'île d'Ayaka. Ibuki prend en charge la première île, montrant des signes de maturité grâce à l'influence de Kurama. Il adopte les anciennes méthodes de son défunt maître, démontrant ainsi un sens des responsabilités retrouvées. Yuko reprend sa vie de lycéen, rejoignant les deux autres étudiants d'Ibara et Kurama. La vue de Yuko dans son nouvel uniforme excite tout le monde, symbolisant son nouveau départ. Jingi, cependant, montre peu d'intérêt pour les célébrations, revenant à son habitude habituelle de boire et de profiter de la vie à sa manière insouciante. Au fil des jours, l'île s'épanouit dans sa routine paisible. Il prend la décision sincère de rester sur l'île d'Ayaka de façon permanente, s'engageant à vivre dans l'endroit qu'il considère désormais comme son chez-soi. Chaque personnage trouve son propre chemin, façonné par ses expériences et renforcé par ses liens. L'île tranquille, autrefois perturbée par le chaos et l'incertitude, baigne désormais dans l'harmonie. La communauté se reconstruit avec résilience, en embrassant à la fois le passé et l'avenir. L'île d'Ayaka est un symbole d'espoir et de renouveau, un lieu où la vie continue, renforcée par les épreuves que son peuple a endurées ensemble.